Bon après-midi, bonne journée à tout le monde. Merci de votre participation à ce webinaire de l'OMS EpiWin sur la gestion de la dengue, une épidémie et en expansion organisé par l'équipe EpiWin. Si vous êtes nouveau à ce webinaire, c'est un réseau d'informations pour la dissémination des connaissances scientifiques. Comme dans tous les webinaires, nous partageons des informations importantes et notre objectif est de traduire la science d'une façon relevante, de façon à avoir des actions et des décisions pour avoir une réponse euh, opportune. Aujourd'hui, on va parler de la dengue. Je vais faire une petite présentation des présentateurs. Nous avons avec nous Dr Ibrahima, directeur du programme des maladies tropicales négligées. Docteur Ibrahima, si vous pouvez dire bonjour à tout le monde. Nous avons de même Docteur Rama Belayuda, unité de santé et public vétérinaire, lutte antivectorielle et environnement MTN-OMS, Dr Judith Wang, directrice microbiologie et épidémiologie moléculaire à l'Agence nationale de l'environnement Singapour, Dr Lucie Lomchaisi, professeure de pédiatrie, Université de Malaisie, Dr Samira Al-Errayani, département de contrôle de maladies pour le bureau régional du Moyen-Orient, Dr Giovanni Coelho, équipe d'entomologie de la santé publique au sein de la santé de l'Organisation panaméricaine de la santé. La tribune et la session de questions-réponses seront modérées par Dr Raman et je vais faire quelques remarques pour la session. Ce webinaire est enregistré. Si vous voulez revoir et diffusé en direct, l'adresse pour accéder à l'enregistrement vous sera partagée dans la discussion. Il y a l'interprétariat disponible aujourd'hui pour l'anglais, le portugais et l'espagnol. C'est la langue de votre choix. Et vous pouvez partager votre nom, votre emplacement et votre poste. Vous souhaiterez avoir des informations sur la partie du monde d'où vous nous rejoignez. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions et réponses. Et sur ce mot, je vais donner la parole à Dr Ibrahima pour les commentaires d'ouverture à ce webinaire et la gestion de la dengue, une épidémie en expansion. À vous, Dr Ibrahima. Merci Agnès. Euh, Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, euh, merci à tout le monde, participants, mes chers amis. Et je suis ravie de voir le nombre de participants qui nous ont rejoints aujourd'hui et je regarde également les commentaires sur la discussion. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent de partout dans le monde. Alors, je veux, je veux parler de la dengue et des problématiques y afférentes. Aujourd'hui, on souhaiterait avoir plus de détails sur le contexte de la dengue, les maladies tropicales négligées, mais également le lien que cela porte avec les autres maladies et comment les changements climatiques viennent s'inscrire dans ces opérations. La dengue, c'est une maladie qui pose un obstacle fort à la santé mondiale. Son impact progressif connaît aucune limite et ça compte comme partie importante de la maladie, du fardeau de la maladie mondiale avec de nombres importants à niveau mondial. Plus de 5 pays ont signalé des cas et des lésions liés à la dengue. L'expansion de la maladie demande notre attention et notre plus forte réaction. Ces problématiques de santé critiques ne peuvent pas être traitées en silo. Les maladies négligées et tropicales sont une priorité pour la crise sanitaire qui impacte de façon disproportionnée les communautés partout dans le monde. Les virus, y compris la dengue, doivent s'inscrire au cœur de nos opérations pour plaidoyer pour l'accès à la santé universelle.
le changement climatique et les maladies nous demandent de remonter nos capacités, nos connaissances, comprendre l'environnement qui change. Et pour ce faire, il faut reconnaître que des populations qui peuvent transmettre les maladies telles que la dengue. Le fardeau de ces maladies demande notre réponse collective et notre agenda demande des actions, la coopération entre tous les secteurs, entre les parties prenantes pour avoir une intervention robuste, une santé mondiale résilience centrée sur les systèmes de santé. Ensemble, nous devons partager les connaissances et responsabiliser et les parties prenantes pour éviter l'expansion de la dengue et les autres maladies négligées. Il faut mettre à l'épreuve nos attentes pour avoir des solutions euh, rapides à la mesure qu'on navigue un terrain difficile. Nous devons augmenter nos connaissances, partager des connaissances également et collectivement avancer dans la bonne direction. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont dédié leur temps à trouver une solution dans ce processus si critique. Les efforts qui vont émaner de ces forums vont nous aider à faire une différence à niveau mondial pour faire face à la dengue, mais également les maladies négligées tropicales. Ensemble, nous avons ces défis devant nous et nous devons faire avancer les choses pour nos régions. Il faut protéger la santé mondiale pour les générations à l'avenir. Je vous remercie. Merci, Dr Ibrahim, pour ces commentaires formidables. Je donne maintenant la parole au Dr Rahman pour un aperçu de la situation de la dengue aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on peut voir votre écran. Super. Bon, merci à tout le monde. Merci, merci Dr Ibrahim. Merci de porter l'attention sur la dengue, les changements qui vont arriver. Maintenant, mon aperçu sur la situation de la dengue est vraiment pour nous donner un point situ sur notre situation actuelle en matière d'épidémiologie, mais également, je veux parler des obstacles auxquels on doit s'attaquer. Alors, quels changements se sont passés au cours de la dernière décennie? Une- Nous connaissons une expansion silencieuse des vecteurs. Nous savons plus de 130 pays. Les pays. Les pays touchés par la dengue sont 130 aujourd'hui et la population à risque est de près de 4 milliards. Le Covid et ses implications ont été assez importantes car des activités telles que le signalement ont été impactées et c'est quelque chose dont on va approfondir dans ces webinaires. Il y a un intérêt accru pour les maladies arbovirales car aujourd'hui, les moustiques qui transmettent la dengue transmettent également le Zika, la fièvre jaune et d'autres maladies. Alors, ce sont plusieurs maladies qui doivent être abordées, et non seulement la dengue. L'urbanisation et les changements climatiques impactent fortement les activités. Il y a des recherches qui supportent cette thématique. Et aujourd'hui, après le Covid, il y a un réalignement des programmes. Il faut faire face à cette thématique de façon à être plus inclusive et nous assurer que les systèmes de santé puissent être en mesure de supporter ces fardeaux. Alors, comme je l'avais dit auparavant, il y a plus de 130 pays qui sont impactés par la maladie. Vous pouvez voir qu'une grande partie du monde est colorée. En bleu, vous pouvez voir les pays qui ont plus de 3 maladies. En vert, nous en avons 2 et en jaune, il n'y en a qu'une seule maladie. Mais bon, ça nous donne un aperçu de la menace de la dengue qui impacte maintenant tous les continents du monde.
Alors, si on regarde la situation actuelle, il ne faut pas oublier que depuis 2010, la dengue a été constatée toutes les années en Europe. Vous pouvez voir ici les cas qui ont été signalés et on se fait suivi depuis 2018, par exemple, où la dengue est arrivée presque toutes les années. 2023, ce sera pour la région européenne, à savoir les collègues de l'OCDE qui vont voir la nature, la source de cette problématique, car il est fort probable que la réponse soit positive. On s'attend à voir quelques cas ici dans la région européenne. Maintenant, nous avons les données des centres pays pour la région EMR. Il y a des écarts en matière de collecte de données. Il faut toujours faut les combler dans les mois à venir, mais vous pouvez voir que les cas de signalement de dengue remontent dans tous les pays. Par exemple, nous avons connu des éclosions au Soudan et en Égypte. En ce qui concerne la région africaine, en 2020, on a connu près de 220 000 cas et l'année dernière, nous avons marqué les cadres pour l'élimination de maladies tropicales à dissémination vectorielle. Nous avons travaillé avec le bureau régional en matière de surveillance et contrôle des maladies dans la région africaine, ce qui nous donne un clair voyant sur les choses à surveiller en Afrique. C'est la situation qui s'est poursuivie depuis nombre d'années. Maintenant que nous voyons le paludisme qui descend, nous voyons plus une flambée en quelque sorte de cas de la dengue ce qui est le cas depuis les années 60. En ce qui concerne le rapport, le signalement des cas de dengue, ces graphiques a été publié il y a 2 ans. Nous pouvons voir la tendance et pour 2023, vous pouvez voir que nous sommes presque au niveau le plus élevé avec presque 3 millions de cas. C'est une source de préoccupation. On regarde de près cette situation dans le bureau régional où nous travaillons avec les pays pour améliorer la surveillance et les capacités des pays pour faire face à cette éclosion de la dengue. Pour le reste de la région asiatique, comme vous le savez, la saison des pluies a commencé et on anticipe une flambée des cas, mais les cas ont déjà été vers la hausse dans les pays que vous voyez sur l'écran et nous pensons que les cas vont encore davantage dans les semaines à l'avenir, car cela prend quelques semaines à l'éclosion pour s'instaurer. Nous avons déjà été alertés à cet égard et une partie de ces webinaires elle va porter sur le plaidoyer pour nous assurer que le gouvernement et les communautés soient mieux préparés, à savoir dans les régions concernées, pour faire face aux possibles éclosions après la saison de pluie. Euh, Dans cette graphique, nous pouvons voir que 2019 a été la pire année et en ce qui concerne le flambée des cas, mais même pendant la période du COVID, il y a eu des cas de COVID qui ont été signalés partout dans l'année. En 2022, il y a eu pas mal de cas et on s'attend à un 2023 assez négatif avec les indicateurs dont on dispose maintenant et cette tendance est une source de préoccupation. En ce qui concerne la mortalité, c'est à peu près la même tendance. Et oui, la gestion des cas et le taux de fatalité des cas dans la plupart des pays est au-dessous de 1, ce qui est très positif. Et ces informations nous aident à surveiller la gestion, car aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccins ni de médicaments efficaces et nous savons que le corps médical fait un travail excellent pour gérer les cas au sein de centres hospitaliers. Alors, l'intérêt le plus important ici, lorsqu'on regarde cette tendance, c'est que la dengue est la seule maladie communicationnelle qui a augmenté à 4 fois depuis l'année 2000. Vous pouvez le voir ici sur le graphique. Les cas de la dengue ont explosé et c'est une maladie qui est en expansion et il faut se concentrer et mener des efforts pour indiquer cette maladie. Le défi, bon, un fort pourcentage des cas sont asymptomatiques
Alors, les pays doivent faire des estimations, des calculs, et vous pouvez voir ici que même le pays qui signale les cas, à savoir en 2018, un pays a signalé 10 000 cas, mais en réalité, lorsqu'on regarde le fardeau de la maladie dans le pays, il y a eu la dengue qui a apporté presque demi-million de décès. Vous pouvez voir que cette partie du phénomène n'est pas enregistrée. Ça va au-delà des cas signalés. Et nous ne pouvons pas utiliser ces données pour le plaidoyer car il faut transmettre ce message. La dengue est une maladie silencieuse dont la plupart des patients sont asymptomatiques et les leaders politiques sont bien conscients de cette situation et les cas peuvent s'aggraver. C'est une sonnette d'alarme à laquelle il faut faire attention car ça demande des efforts de plaidoyer en matière de fardeau. C'est une maladie qui porte un fardeau important. Il faut que les politiciens, les hommes politiques intègrent cette dimension dans leur travail, car c'est une maladie endémique avec un système de prévention qui doit être plus robuste. Maintenant, nous avons commencé cette année et on encourage les pays à faire plus de surveillance en matière des insecticides. Pour la première fois, nous avons fait une étude multicentrique où nous avons trouvé les dosages provenant de 23 laboratoires partout dans le monde et pour la première fois, nous avons euh, fait la documentation pour les Anopheles aedes. Le rapport est disponible pour le téléversement. Et la voie vers l'avenir, oui, la dengue se trouve dans une situation assez intéressante aujourd'hui. Dans notre environnement, il y a des développements qui se font en matière de diagnostic. Il y a plusieurs volets qui s'améliorent à cet égard. Il y a euh, un schéma qui va favoriser les diagnostics d'un grand panel de maladies. C'est quelque chose de favorable. Il y a des meilleurs outils pour la surveillance aujourd'hui. Par exemple, il faut plus faire, on peut se servir des systèmes de surveillance mis en place depuis le Covid pour améliorer la surveillance pour l'entomologie et, et endémie. Nous avons connu une bonne amélioration de la gestion des cas et notre objectif est de réduire le cas à l'avenir 2030. Contrôle en prévention des vecteurs avec des outils plus durables, nous l'avons inclus dans les recommandations, au moins en ce qui concerne le remplacement, la méthode de remplacement, la suppression de la population. Il y a eu des études afférentes, techniques des insectes stériles, et la pulvérisation dans la maison. Il y a également des vaccins en cours de préparation. Il y a un vaccin avec une utilisation limitée, mais il y a deux autres vaccins qui sont toujours en cours de développement avec des recommandations différentes. Comme je l'ai dit au tout début, nous devons inclure tous ces panels d'innovation dans notre système de santé, l'intégrer dans les programmes actuels qui sont faisables. Et pour clôturer, je voudrais dire que la dengue, c'est une problématique aggravée par les changements climatiques. Il faut trouver des solutions à niveau national. Les réfugiés climatiques également, ça compte pour le mouvement de vecteurs. Ce sont des vecteurs qui sont en mouvement constant. Ces vecteurs sautent de pays en pays et c'était plus la dengue est omniprésente presque aujourd'hui. L'organisation accrue et possibilité d'épidémie à grande échelle est une réalité, notre problématique est l'expansion de la dengue. La population à risque est énorme et il faut en prendre en compte. Il faut apprendre des leçons apprises pendant les COVID, par exemple, se servir des plateformes de dépistage, à savoir le test PCR, les estimations. Il y a des méthodes de communication beaucoup plus efficaces
Et de même, nous avons appris énormément pendant la période du Covid et il faut se servir de ces leçons apprises. Maintenant, en manière de communauté, il faut aborder les questions de beaucoup plus abordables. Il faut aborder de même les questions du genre, d'équité et des droits de l'homme dans notre documentation. Par exemple, nous avons évoqué l'amélioration de la langue à l'avenir à mesure qu'on rassemble ces outils ensemble. Et sur ce mot, je voudrais vous remercier et je vais arrêter le partage d'écran et je vais avoir le plaisir de présenter la docteure Judith Wang qui va nous parler de la partie diagnostic de la dengue, les obstacles qu'on rencontre à cet égard, mais également les outils pour le diagnostic. Alors, la parole est à vous, Madame Judith. Thanks, Dr. Rahman. Merci, docteur Rahman. Bonjour à tout le monde. Alors, j'attends que la diapositive arrive. Merci. Alors, premièrement, merci pour l'invitation, pour venir partager mes expériences. Je vais faire une introduction sur le diagnostic et surveillance de la dengue, mais c'est également les opportunités et les obstacles auxquels nous devons nous attaquer aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le diagnostic de la dengue, une différence importante à prendre en compte, c'est les diagnostics confondus avec les autres maladies infectieuses, car il y a une différenciation en ce qui concerne les profils entre les infections de dengue et c'est très important à prendre en compte lorsqu'on prend en compte les diagnostics de la dengue. Alors, premièrement, nous attendons à avoir un ARN viral augmenté et ensuite le ARN va avoir un pic avec l'anticorps IgM et les IgC. Alors, il faut faire face à cette différenciation lorsqu'on utilise les outils pour pour les diagnostics, mais également comment interpréter les résultats du diagnostic. Suivante diapositive. Suivante. Alors, dans ces tableaux, nous pouvons voir un sommaire des dosages fréquemment utilisés dans les diagnostics et la surveillance de la dengue. Et je vais vous parler un peu plus de ces données. Premièrement, on parle des tests de diagnostic rapide, le TDR. C'est le plus utilisé aujourd'hui pour le diagnostic. C'est très rapide à avoir. Les délais sont courts, sont simples à utiliser et sont assez similaires au dépistage ERT, similaire à ce qu'on a utilisé au COVID. Plutôt que faire un écouvillon, on va utiliser un sérum. Néanmoins, avec ces TDR, d'après notre expérience, nous avons vu que plusieurs kits ont été assez performants. Et de même, ils peuvent avoir des réactions avec les anticorps nucléaires. Pour d'autres kits qu'on a testés, nous avons constaté des faux positifs pour les IgN, mais également des résultats erronés. Et il faut prendre en compte pour le diagnostic, il faut faire attention aux kits qu'on utilise et l'évaluation personnelle est très importante à cet égard. Je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne les IgM, toute détection indique que vers un deuxième niveau de dengue IgM, mais d'autres tests sont silencieux à cet égard. Alors, il faut faire attention au diagnostic, à savoir pour le résultat secondaire de la dengue. Maintenant, si on continue pour la suivante catégorie, c'est ELISA, on l'utilise pour la détection de NS1, IgM et IgG. C'est une méthode qui prend un peu plus de temps, mais il y a des avantages, à savoir lorsque les échantillons doivent être analysés à dans un nombre important. Il est possible de faire les tests et il y a d'autres anticorps nucléaires qui existent. Et maintenant, le PCR, le PCR et les PCR en temps réel sont en train de gagner du terrain
Et bon, vu le Covid, aujourd'hui, cette plateforme a été démocratisée et c'est une excellente opportunité pour nous pour faire levier des plateformes utilisées pendant le Covid pour la surveillance de la dengue. En ce qui concerne les kits disponibles, disponibles en plusieurs formats, par exemple, des kits de détection pour la dengue, Zika et d'autres virus en même temps, mais également il y a un sérotype page pour la dengue. D'après notre expérience, lorsque nous avons fait l'évaluation de ces kits, la sensitivité était à prendre en compte. Par exemple, il y a certaines souches qui peuvent être moins sensibles que si l'on regarde un virus, un type de virus en spécifique. Alors, les outils qu'on souhaite utiliser pour le diagnostic est assez important. Il faut comprendre l'accumulation des virus dans notre région d'opération et notre diagnostic doit être adapté. Alors, par exemple, nous avons l'endémie pour la dengue, mais par exemple, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de cas pour le Zika. Alors, dans ces cas-là, il faudrait garder un kit spécifique plutôt que dans les régions où il y a plusieurs virus où il faudrait faire un dépistage plus élargi. Alors, la dernière approche est le séquençage et à nouveau, le COVID-19 nous a ouvert une porte à utiliser cette capacité de dépistage. Les délais sont un peu plus longs et ils ne s'utilisent pas d'habitude pour les diagnostics. Néanmoins, c'est très utile pour la surveillance car ça fournit des données et des hautes solutions pour comprendre ce qui se passe. Suivante diapositive. Suivante diapositive. Alors, à présent, je vais vous présenter quelques défis en matière de diagnostic. Ce sont des choses qui peuvent améliorer les choses de façon importante. Il faut les garder en tête, spécialement lorsque maintenant que la dengue est une maladie en expansion. Alors, en ce qui concerne les kits de dépistage pour la dengue, il y a eu des recherches et pour les premiers papiers, nous avons vu que pour deux des sites d'ailleurs de la dengue évalués ont eu une réaction croisée avec le virus de Zika et chikungunya. Alors, il faut prendre ces informations en compte lorsqu'on choisit un kit de dépistage. Pour le deuxième, une faible spécificité des kits Zika, IgM et IgG lorsqu'ils ont été contre les échantillons positifs au virus de la dengue. Oui, il y a des opportunités, il y a des défis et il y a des kits de dépistage qui sont adaptés à la performance nécessaire. Alors, en général, je vous dis, il faut faire attention au kit qui convient mieux à nos besoins. Maintenant, au-delà de la sérologie, euh, il y a une limitation en matière de performance. Alors, sur ces rapports, nous avons trouvé que les personnes qui travaillaient avec les séquençages des dengues ne travaillaient pas pour les échantillons de cohorte. Et lorsqu'on a regardé de près, on s'est rendu compte que c'était suite à une mutation de virus qui entraînait euh, moins, une plus faible capacité de se mélanger. Alors, sur ce mot, je vais faire un sommaire. Comment peut-on intégrer les diagnostics et les outils de surveillance pour avoir un flux de travail qui va nous permettre d'avoir un contrôle vectoriel? Nous avons travaillé avec le ministre de la Santé au Singapour où les échantillons ont été positifs provenant de plusieurs laboratoires qui ont été envoyés dans tous les laboratoires pour les sérotypages. Et le sérotypage des échantillons positifs ont été envoyés au ministre de la Santé, mais également à l'équipe d'opération de contrôle vectoriel, l'agence environnementale pour piloter ces opérations. Par ailleurs, les échantillons négatifs provenant de nos laboratoires ont été dépistés pour les autres virus. Ça nous a fourni une surveillance améliorée d'un grand panel de virus et ce système de surveillance nous a aidé à identifier des cas de façon précoce. Suivante.
Ici, nous pouvons voir comment nous nous servons de données de sérotypage. Alors, il faut savoir quel est l'intérêt de faire un PCR de sérotypage. Traditionnellement et historiquement, nous avons vu qu'à chaque fois que nous avons une transition vers un sérotypage, ça précède une éclosion de la maladie. La recherche nous aide néanmoins à comprendre cette situation et ça nous sert d'alarme préventive qui pourrait nous indiquer une éclosion à l'avenir. Alors, nous pouvons voir la tendance qui arrive, par exemple, au Singapour. Nous avons prévenu la communauté, mais également les propriétaires des installations pour utiliser ces lectures et prendre des préventions en matière de dengue. Collectivement, nous avons prévenu des éclosions supplémentaires. Et sur ce mot, je finis ma présentation et merci de votre attention. Merci Judith pour cette présentation. Notre prochain présentateur est Dr. Lucy Loom de la Malaisie du programme d'urgence de l'OMS. Est-ce que vous m'entendez? Une bonne journée à tout le monde autour du globe. Ça fait du bien de vous voir et merci à Dr. Rahman de m'avoir invité de partager mon expérience sur la gestion de la dengue. Quand nous avons regardé la gestion de cas, il faut mettre tous les signes et symptômes dans le contexte de la maladie. C'est la seule manière que nous pouvons faire une interprétation importante de la science. Et je ne vais pas parler, pardon, est-ce que vous pouvez montrer vos diapositives? Oui, partagez, oui, désolé. Est-ce que vous les voyez maintenant? Oui, mettez-les sur la mode présentation. Alors, quand nous parlons de la gestion de dengue, il faut mettre en contexte les signes et symptômes dont la cause clinique de la maladie. Pendant la phase d'incubation, dont je ne vais pas parler, il y a déjà des changements, des modifications dans l'organisme qui déterminent les modifications que nous voyons dans la phase fébrile. Après la période d'incubation, il y a beaucoup de virémie et la fièvre, elle est très haute avec des symptômes de virémie et cette phase dure un minimum de 72 heures. Alors, cette phase avec des symptômes de virémie ne peut pas être distinguée des autres virus comme l'annélovirus et virus de Congo. Alors, la seule manière de savoir, de distinguer la maladie est de faire un test. Alors, si le patient va passer dans la phase critique, il va passer dans une phase où la fièvre va baisser. Il y a deux facteurs qui font en sorte que ce soit une phase critique. Il y a fuite de plasma au moment de la défervescence et de l'hémorragie et ça dure 48 heures et après les 48 heures, il y a la phase de récupération. Récupération, ce n'est pas récupération de la thrombocytopénie, mais récupération et réabsorption de la liquide, du fluide qui s'est enfui, la fuite de plasma. Alors, nous savons en fait qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont spécifiques à chaque phase. Alors, dans les 72 heures, si après les 72 heures, si le patient passe dans la phase immunologique, il y a aussi des problèmes qui sont des affections concomitantes. Alors, dans la phase immunologique, en fait, phase virémique, il peut y avoir de déshydration, forte fièvre, nausée et déséquilibre électrolytique, y compris cétose. Alors, pendant la phase immunologique, qui est la phase critique, voilà les problèmes cliniques qui déterminent la gravité de la maladie, la fuite de plasma, hémorragie
et problème de cognition. Et après, le patient passe dans la phase de résorption et peut avoir en fait des affections concomitantes si le médecin ne sait pas que le patient est passé dans la prochaine phase. Alors, si nous n'avons pas traité la maladie pendant cette phase critique, et c'est facile de comprendre pourquoi, parce que pendant 72 heures, la maladie ne peut pas être distinguée des autres virus, mais pendant cette phase, la phase clinique, il y a l'hématocrite qui augmente, mais il peut y avoir du temps avant un diagnostic où les médecins ne savent pas qu'il y a la dengue grave dans une phase critique. Et si il y a aussi des problèmes qui sont surgis pendant la phase critique, ça va accumuler et accroître alors plus d'insuffisance en termes de hydration, et aussi s'il y a des des médicaments comme les paracétamol et des AINS qui peuvent se combiner dans une sorte de toxicité. Et là, les médecins ne peuvent ne pas être conscients que ce soit la dengue grave, parce que ça peut prendre quelques heures avant d'avoir la diagnostic. Il n'y a pas la combinaison parfaite, mais il n'y a pas en fait une visibilité, ce qui en résulte par une mortalité ou des séquelles. Alors, il faut se concentrer sur notre capacité de faire une diagnostic précoce et d'avoir une approche intégrée à la gestion du cas. Alors, parlons maintenant de la gestion de chaque phase. Alors, pendant la phase fébrile, il y a fièvre, risque de déshydratation. Il faut confirmer la diagnostic de la dengue avec un PCR rapide, de mettre l'hématocrite de référence, de savoir en fait leur point de référence, de faire une analyse de risque pour toutes les comorbidités possibles et considérer une admission précoce pour stabiliser par exemple diabète, insuffisance rénale, des autres comorbidités. Et cette phase doit être prise en charge avec régression orale intense avec des solutions d'électrolytes. Et s'il y a des antipyrétiques qui sont utilisés, il faut faire attention. Et il faut aussi sensibiliser les patients sur les signes d'alerte et qu'est-ce qui se passe quand la fièvre commence à baisser. Parce que sinon, ils ne savent pas qu'il il y avait une fièvre d'il y a 3 jours et les symptômes d'aujourd'hui qui sont liés. Et si possible, identifier un hôpital pour traitement en urgence et de faire une suivi pour leur statut d'hydration et l'évolution de la maladie sévère. Là, dans la phase critique, il faut faire une analyse hémodynamique et regarder l'hématocrite. Si vous reconnaissez de l'hémorragie, il faut faire une transfusion prioritaire des globules rouges. Le glucose et les électrolytes doivent être maintenus et s'ils ont des comorbidités, ils doivent être adressés de manière agressive. C'est très important. Pour des problèmes hétérogènes comme l'accumulation excessive de liquide, il faut essayer de prévenir, c'est possible, en observant les 4 phases de ressuscitation et de maintenir, de regarder en fait leur niveau de fluide et le maintenir en dessous du seuil. Pendant la phase de résorption, il faut maintenir et corriger leurs électrolytes avec du liquide, mais au niveau minimal. Alors, en termes de fluidothérapie et les phases de la dengue, la fluidothérapie doit être
par ordonnance, il faut identifier le montant de liquide qui doit être bu, quel type doivent être consommés et documenter exactement les montants qui sont consommés. Et pendant la phase critique, une fluidothérapie intraveineuse est recommandée et orale, mais il y a des limitations. Ça ne doit pas continuer pour toujours. Quand le patient passe dans la phase de récupération, il faut faire une thérapie liquidienne orale prescrite et continuer les électrolytes. Avec cela, je voudrais vous remercier pour votre temps. Merci, Madame Lucie. Nous sommes un peu en retard. Alors, Samira, Docteur Samira, je vous demande de parler du contrôle de vecteurs et de garder votre présentation sous les 7 minutes. Merci. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup. Je vais maintenant commencer. Vous voyez ma présentation? Pas encore. Vous la voyez maintenant? Non? Hmm. OK, je vais repartager. Très bien, oui, c'est là. Mettez en mode présentation, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, c'est clair? Oui, allez-y, madame. Très bien. Alors, les Aedes aegypti est très invasive. Comme vous voyez sur cette carte, c'est en train de s'étendre dans plus de 11 pays. Et avec le Aedes aegypti et Aedes albopictus, le nombre rapporté est en augmentation depuis, comme vous voyez en 2019 et ça continue à évoluer et nous sommes en approche à la saison de transmission. Alors, des approches disponibles de lutte antivectorielle peuvent être efficaces si bien implémentées et faites de manière durable. Il faut faire pour réduire le contact avec les vecteurs. Pour des vecteurs comme pour la dengue, il y a une manque de contrôle. Ici, nous avons des contrôles chimiques et non chimiques. Chimiques, ce sont de la pulvérisation d'insecticides, mais des moustiquaires imprégnés d'insecticides, les larvicides et des répulsifs topiques. Il y a une liste de produits qui sont recommandés par l'OMS et qui ont été analysés pour des standards de qualité, efficacité et durabilité. L'efficacité est liée avec les vecteurs cibles. Pour cibler la stade adulte, comme les moustiques imprégnés et en utilisant des larvicides qui les ciblent. Les interventions non chimiques se concentrent sur la gestion environnementale et la réduction de sources. Je vais vous montrer dans la prochaine diapositive la réduction de sources. Nous pouvons utiliser des poissons qui consomment les larvavirus. Et avec la conception de l'étude qui a été faite là-dessus, il y a beaucoup plus d'études qui doivent être faites par rapport à l'utilisation de ces poissons. Il n'y a pas une intervention qui est le plus efficace. Il faut mettre des combinaisons qui sont les plus appropriées à chaque situation et adaptées, qui ont besoin de soutien gouvernemental et de la collaboration transversale pour impliquer des différents secteurs impactés. Ici, vous voyez des exemples des vecteurs primaires. Vous voyez que les larves sont mises dans des différents conteneurs dans et en dehors des maisons, dans des milieux ruraux, mais ça peut développer en environnement rural et urbain. Là, les œufs sont mis dans des environnements
sombre. Et comme vous voyez ici, dans un environnement, il y avait beaucoup de soleil. On a utilisé le pneu pour protéger la plante et c'est là où les larves ont développé. Alors, il faut faire du dessiccation, mais quand vous le faites, les œufs sont viables pendant des mois jusqu'à 8 mois. Et s'il y a de la réintroduction de l'eau, les larves sont lâchées et ça développe dans des nymphes et des adultes. Nous voyons qu'il y a aussi les clims et des seaux d'eau et des pneus où c'est un environnement favorable pour ces organismes. Alors, pour une réduction à la source, c'est de l'engagement actif de la communauté qui est impliquée. Il faut engager la communauté et c'est très important pour la durabilité du contrôle de vecteurs. Ces photos montrent la sensibilisation sur la dengue, la transmission et réduction de sources et utiliser en fait les foyers à montrer ça comme une activité de communauté. Ces photos montrent comment l'application de la communauté peut réduire la propagation en utilisation dans des couvertures faites par la communauté ou en faisant du lavage pour enlever les œufs dans les communautés qui enlèvent les pneus et de les utiliser pour construire des murs comme vous voyez dans cette l'application des larvicides dans du stockage d'eau peuvent être efficaces en réduisant des populations de vecteurs immatures. Des produits sont recommandés par l'OMS. En mettant des pièges, ça peut être utilisé pour la surveillance, pour surveiller le contrôle des vecteurs et ces pièges réduisent la densité des adultes EDIS. Rapidement, ça vous montre la pulvérisation de l'espace pour prévenir une maladie transmise par des moustiques Aedes. On a vu que en fait la brumisation à l'extérieur n'est pas efficace. C'est plus efficace à l'intérieur pendant 1 à 2 semaines et puis tous les mois pendant 1 an. Vous voyez qu'il y a aussi un site web des insecticides préqualifiés et recommandés par l'OMS pour les insecticides qui sont les plus efficaces, mais il doit y avoir de la surveillance pour la résistance contre les insecticides pour choisir celui qui est le plus efficace contre la population des moustiques Aedes. Un autre défi dont nous faisons face, c'est l'Anopheles stephensi envahissant. C'est en dehors de son aire de répartition établie. Nous voyons en Afghanistan, en Inde, en Iran, au Pakistan, et le principal vecteur à Djibouti après sa création. Alors, cette espèce peut reproduire avec les moustiques Aedes parce qu'ils se reproduisent dans les mêmes sites. Nous voyons beaucoup de prévalence dans des habitats similaires et ils ont été retrouvés comme coexistants avec les égyptiens. Alors, ça peut bénéficier des programmes de contrôle de vecteurs et des programmes de réduction de sources. Mais voilà les défis. Il y a une limitation d'expertise dans la gestion et contrôle et comportement des vecteurs. Il y a beaucoup de défis que nous voyons, comme ici, une pénurie et capacité de ressources humaines, la coordination, collaboration insuffisante, des événements climatiques extrêmes, des options limitées pour des insecticides à faible coût, parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus de résistance aux insecticides, l'engagement de la communauté qui est faible, on contrôle, pas assez de contrôle contre les espèces Aedes des moustiques. Il y a aussi la menace biologique des vecteurs envahissants résistants aux insecticides. Et comme je vous ai dit, et il y a une limitation de ressources
des ressources humaines et des ressources financières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amira, pour votre présentation compréhensive. Maintenant, nous avons Dr. Giovannini qui va nous parler de l'engagement communautaire. À vous maintenant, veuillez noter que Giovanni va parler en espagnol. Alors, cliquez sur le globe interprétation en bas de votre écran si vous écoutez en anglais. Samira, est-ce que vous pouvez arrêter votre partage? Est-ce que vous voyez ma présentation, Ramon? Oui, nous la voyons. Veuillez la mettre dans la mode de présentation. OK, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Le sujet que je vais traiter est en lien avec l'engagement communautaire et les actions nécessaires. Je voudrais commencer. Désolée de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez mettre votre présentation dans la mode présentation? OK. Je voudrais commencer en vous montrant cette diapositive qui souligne l'impact de l'engagement communautaire dans les Amériques. Suivant deux modèles de travail qui ont été approuvés par les pays et qui ont été menés par PAO en appui de ces pays. D'abord, nous avons la stratégie de gestion intégrée pour la prévention des maladies arbovirales. Et après, nous avons le plan d'action en matière d'entomologie et de lutte antivectorielle. Les deux stratégies ensemble nécessitent une participation et communication communautaire. Ces besoins travaillent ensemble avec des distinctes différences, avec des différentes techniques de gestion. Ça comprend la prise en charge des patients, de l'environnement. Alors, ce qui est nécessaire, c'est de l'engagement communautaire comme étant une problématique clé qui fait partie des interventions importantes à lutter contre des maladies arbovirales. Chez PAO, ils ont développé certaines interventions dans l'appui des pays dont je voudrais souligner un de ces programmes, ce qui est la semaine de sensibilité sur les moustiques qui est fait à travers le continent avec des différents messages communautaires ciblés pour chaque communauté. Nous voyons des exemples de ces messages spécifiques et adaptés par rapport à la protection du foyer. Et bien sûr, chaque pays peut adapter le message par rapport à leur contexte. Nous voyons des autres messages pour des voyageurs comme mesure de prévention. Finalement, nous voyons que le message clé ici, en matière des signes d'alerte pour la dengue, qui doivent être pris en compte par la population, tels que se mettre en contact avec des services de soins de santé s'ils voient des signaux d'alerte. Dans les prochaines diapositives, je vais présenter les expériences d'au moins deux pays qui sont applicables et qui reflètent des phases pilotes de cette stratégie intégrée. Mon premier exemple est le Brésil, un pays continental où nous retrouvons presque 80% des cas de dengue dans la région de l'Amérique. Son système de santé est complexe, mais sous la gestion du ministère de Santé, le Brésil a développé des messages clés et des campagnes de mobilisation qui atteignent des différents niveaux du système de soins de santé au niveau État et municipal.
Ça travaille aussi avec un nombre de différentes interventions et messages adaptés par rapport aux populations cibles. Un autre exemple est le Mexique. Il y a l'expérience locale présentée ici depuis la ville de Mérida. Il s'agit de mettre en place une intervention sur la gestion vectorielle de manière très spécifique entre les acteurs communautaires, des parties prenantes locales qui ont ensemble mis en place une stratégie de recyclage. C'est très important à souligner que tous les processus ont nécessité une analyse d'impact en utilisant des indicateurs qui ont déjà été présentés avec des autres présentateurs pour montrer la réduction de ces vecteurs. C'est un aspect très important parce que démontrer l'impact d'une intervention est essentiel pour garantir sa durabilité et engagement communautaire. Finalement, je voudrais aussi présenter quelques autres réflexions sur ce qu'il faut faire pour garantir de l'engagement communautaire. Comme nous voyons ici, nous avons les engrenages ici. C'est un mécanisme entier qui nécessite de l'intégration, ce qui pourrait être difficile à atteindre et à obtenir. C'est pour ça que nous avons besoin des programmes internationaux renforcés et robustes pour s'assurer que les programmes sont tels que les informations sont communiquées de manière claire en suivant les principes dont nous sommes conscients. Et il y a un besoin de renforcer des programmes locaux pour contrôler ces maladies. C'est là où les individus vivent. Alors, des programmes au niveau local sont clés pour garantir une bonne qualité d'intervention. Et finalement, l'engagement communautaire, l'engagement des familles et des individus sont clés pour garantir une durabilité de toutes ces interventions. Merci d'avoir suivi ma présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je voudrais remercier tous les présentateurs pour cette couverture compréhensive sur tous les sujets de dingue. Nous avons vu beaucoup de questions. Nous allons essayer de répondre à vos questions par mail. Alors, par rapport à la dengue, si le temps permet, nous allons parler des vaccins, mais avec le vaccin contre la dengue, nous savons qu'il y a un vaccin enregistré dans plus de 20 pays, mais il y a des limitations où ça fonctionne seulement si vous êtes absolument sûr que vous avez eu de la dengue une fois, et c'est pour les personnes âgées entre 9 et 45 ans. Il y a un autre vaccin qui est toujours en cours de révision. Et nous espérons aussi que le vaccin Takeda va être disponible, bien que ça ait été enregistré par plusieurs agences. N'oubliez pas que les moustiques piquent pendant la journée, alors il faut prendre soin de soi pendant la journée. Il y a plusieurs sérotypes. Et si vous avez eu un sérotype, vous êtes protégé contre ce sérotype, mais avec les autres sérotypes, vous pouvez être réinfecté et normalement, les deuxièmes infections sont encore plus graves. Il est maintenant 14 heures. Les interprètes sont tenus à déconnecter exactement à 14 heures. Au revoir.
Thank you, Raman. Thank you, everybody. As we're coming to the end of our allotted time, I will wrap up by saying thank you very much to all our speakers today, our interpreters, the WHO colleagues who have worked on this webinar, and the EpiWin team, Priya, Gianfang, Gabriella, Supriya team, overseen by Dr. Sylvie Briand. Finally, thank you to all of you for coming and for your questions. The recording of this webinar will be available at the EpiWin website. And if you want to keep updated on future EpiWin webinars, please subscribe to our mailing list. Both links will be appearing in the chat. We hope you will